Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En celle-ci, on va voir comment faire des configurations initiales lorsqu'on vient d'acheter un nouveau euh, pare-feu FortiGate. Donc, dans la précédente série de vidéos, on a vu comment mettre en place un environnement VMware Workstation inclus, intégré avec GNS3. Et puis, on a vu comment importer les images GNS3 les images FortiGate sur notre GNS3. Et on a vu comment simuler ou bien mettre en place un laboratoire en incluant, par exemple, les machines virtuelles qui sont incluses dans le GNS, dans le VMware Workstation. Donc ici, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, du moins cette série-là, vous allez la voir sur elle est disponible sur notre chaîne. Donc, vous pouvez regarder sur la chaîne et vous verrez cette série de vidéos-là. Ici, on va passer sur la configuration initiale lorsqu'on vient d'acheter un nouvel équipement. Donc, on sait de base, lorsqu'on a un équipement réseau, que ce soit un pare-feu, que ce soit un routeur. Très souvent, on a quelques configurations qu'on aimerait faire. Première chose, c'est de savoir comment accéder à notre équipement lorsqu'on vient de l'acheter, comment configurer les interfaces, comment activer par exemple le DHCP pour que l'équipement, notamment lorsque c'est un switch ou bien c'est un pare-feu, lorsque c'est un routeur, pardon, lorsque c'est un routeur ou bien un pare-feu, on configure le DHCP afin qu'il commence à adresser, donc donner les adresses IP aux différents équipements qui peuvent se connecter dessus. Et le troisième point, trop souvent, c'est comment faire la maintenance et la sécurité. Donc, comment faire les sauvegardes, comment pouvoir restaurer l'équipement si jamais il y a un crash ou bien il y a peut-être un incendie ou bien quelque chose qui se passe sur l'équipement. Donc, on va voir tout ça dans cette série de vidéos. Donc, initialement, lorsqu'on vient d'acheter notre équipement, lorsqu'on vient de prendre notre équipement réseau, notamment, comme on a dit ici dans le cadre de cette série, si on va parler du FortiGate. Lorsque vous allez retirer votre FortiGate, il faut savoir que de base, dans le mode de fonctionnement, c'est le mode NAT par défaut. Donc, translation d'adresse IP, dans l'adresse locale en adresse publique. Donc, ici, très souvent sur votre FortiGate, vous aurez le service DHCP qui est activé par défaut sur un port. Donc, à l'aide d'un câble RJ45 que vous allez connecter donc sur votre pare-feu, vous le connectez donc à votre PC. Très souvent, pour les équipements FortiGate, il y a une adresse IP par défaut sur le port sur lequel le DHCP est configuré. Très souvent, comme j'ai dit, c'est le port numéro 1 sur votre FortiGate. Donc, dans votre navigateur, vous mettez tout simplement 192.168.1.99 et vous allez donc atterrir sur la page de configuration donc, de votre pare-feu. Très souvent, donc, le login sera admin. Il n'y aura donc pas de mot de passe. Donc, on avait expliqué, on a vu ça également dans la précédente série de vidéos qu'on a fait récemment. Donc, vous avez donc l'accès donc à l'interface web, vu que sur les protocoles qui sont accessibles ou bien qui sont activés par défaut sur le FortiGate, c'est le ping, le HTTPS, le SSH. Donc, le SSH va aussi permettre, donc, par exemple, de vous connecter à votre pare-feu directement en ligne de commande. Donc, à partir d'une ligne de commande, vous allez, par exemple, pouvoir pinguer l'adresse IPC, pouvoir faire un SSH, se connecter à l'interface de votre routeur en ligne de commande. Donc, ça peut être en ligne de commande sur la fonctionnalité de ligne de commande qui est inclue dans Windows 10, bien dans n'importe quel système Windows. Ça peut être l'outil Putty que vous allez télécharger et installer. Ça peut être un autre outil, par exemple un Teratem. Donc, c'est des outils de ligne de commande que vous allez pouvoir utiliser pour accéder à votre FortiGate en ligne de commande et puis, par exemple, saisir certaines commandes. Donc, sans plus tarder, on va revenir donc directement à notre laboratoire. Dans la dernière fois, dans les précédentes vidéos, on a vu comment simuler ou bien mettre en place un laboratoire. Donc là, ça c'est un cloud, c'est le cloud qui est le cloud ici là, c'est l'outil qui simule en fait le réseau sur lequel notre serveur BossGame ou notre serveur sur lequel cet environnement s'est installé. C'est le même réseau qui est déployé ici, c'est-à-dire qu'on a ramené ce réseau là sur notre GNS3. On a mis un FortiGate 7.0.10, un switch et puis un webtheme. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi un webtheme, on a vu ça dans la précédente vidéo, donc vous pouvez aller regarder. Donc, ici, on va essayer de se connecter. Donc, déjà, comme on a dit, lorsque c'est un équipement physique que vous venez d'acheter, vous aurez par exemple le port 1 ici sur lequel le DHCP est configuré. Et donc, ça fait que dès que vous allez connecter un équipement, lorsque vous allez
par exemple, connecter l'équipement dessus, comme j'ai connecté, par exemple, ça c'est le cloud, j'ai connecté le cloud sur ce port 1-ci. Normalement, ce routeur-ci là doit, du moins ce firewall-ci doit prendre dans une adresse IP de façon automatique. Par contre, le port numéro 2 qui est ici, qui est connecté au switch, il faut plus tard configurer, par exemple, un sous-réseau pour cette partie-ci. Donc, on a pour l'instant un sous-réseau qui provient du cloud qui va attribuer une adresse IP de façon dynamique sur l'interface port 1 de notre firewall. Donc là, on va double-cliquer. On va aller sur le firewall ici. Il y a une erreur. Non, ok, c'est bon. Donc là, je peux me connecter. Je fais admin. Donc ici, sur mon environnement, j'avais déjà défini un mot de passe. Pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous connectez pour la première fois sur votre FortiGate, vous aurez le nom d'utilisateur admin et il n'y aura pas de mot de passe. Donc, à ce moment-là, il faudra faire entrer et puis on va vous demander donc de saisir ou bien de fournir un nouveau mot de passe. Donc là, pour mon cas, j'ai un mot de passe. Donc, je fais entrer le mot de passe et là, je suis sur mon FortiGate. Je peux saisir la commande get system interface physical. Puis je fais entrer. Et donc, je vais remarquer que mon port numéro 1, que voici, a obtenu dans l'adresse 192.168.2.56, qui est une adresse du réseau sur lequel mon poste de travail est connecté. Donc, ça veut dire que si j'ouvre un navigateur, par exemple ici, et que je mets cette adresse-là, 2.56, je peux atterrir exactement ici et je peux donc ainsi me connecter à mon FortiGate. Donc, quand c'est la première connexion, les choses qu'on va vous demander par exemple de faire par la suite, les premières configurations de base, ce sera par exemple de spécifier un nom d'hôte. C'est-à-dire que c'est quoi le nom de cet équipement FortiGate. Par exemple, si c'est un équipement d'entreprise, vous allez par exemple dire OK, FortiGate de peut-être deuxième ou troisième étage. Si c'est peut-être une grande entreprise où vous avez ce FortiGate qui est un équipement dans une autre ville, vous allez devoir renommer, dire par exemple que FortiGate 60F de, c'est pas de Montréal ou bien de, je sais pas de quelle ville ça se situe. Donc, je vais configurer ça plus tard. Donc ici, lorsque vous êtes connecté sur votre interface de FortiGate, sur le dashboard, donc ici, première des choses, tout est en anglais ici. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est de changer la langue. Donc, je peux venir donc ici sur système, settings, je crois bien. Et puis, quelque part ici, ouais, language. Et puis, je vais prendre French. Je fais apply. Ok, ça réactualise et puis tout est en français maintenant. Donc, je viens sur tableau de bord. Je fais sur état. Donc, très souvent, lorsque vous êtes connecté sur votre PAF pour la première fois, vous allez avoir les informations de base de votre PAF, par exemple, le nom d'hôte, qu'on va voir plus tard comment on peut changer ce nom d'hôte, le numéro de série de l'équipement, la version du logiciel de FortiOS qui est actuellement, du firmware qui est actuellement en train de tourner dessus. Donc, on a la 7.0.10. Le mode de connexion, comme j'ai dit tout à l'heure, par défaut, c'est le NAT. L'heure actuelle, depuis combien de temps c'est en ligne. Les licences, vous avez les informations sur les licences également ici. Et un ensemble d'informations sur l'état du FortiCloud, l'état de la Security Fabric. Comme on avait vu la dernière fois, c'était quoi la Fortinet Security Fabric. Donc, ici, vous allez avoir l'ensemble des composants de la Fortinet Security Fabric et l'état actuel de ces différents équipements-là. Est-ce que c'est connecté à l'ensemble de votre réseau? Donc, ici, rapidement, on ne va pas faire le tour de tous ces menus-ci là. Donc, on verra ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans les autres vidéos. Donc, ce qu'on va voir donc ici, autre chose qu'on va voir ici, c'est aller dans le réseau et le menu interface. Donc, c'est ici là qu'on va voir l'ensemble des ports de notre équipement. Donc, par exemple, voici l'équipement ici en haut. On peut voir là, par exemple, le nombre de ports qui sont disponibles et l'état des ports. Par exemple, on a le port 1 qui est connecté. On peut voir, par exemple, port 1, lien 1 gigabit en full duplex, auto-négociate, interface physique et l'adresse IP. Et on a le port 2 qui est également connecté, 1 gigabit en full duplex, auto-négociate, interface physique. Donc, on vient donc ici en bas sur la ligne qui concerne chaque numéro de port. Donc, on a le port 1 ici avec son adresse IP. Et ici, on voit les
les protocoles qui sont activés par défaut sur cette interface. Donc, on a par exemple le ping HTTPS, SSH, HTTP et accès FMG. Et on a le port 2 également ici. Donc, pour comprendre le port 2, donc le port 1, c'est ce port-ci qui est connecté sur notre cloud et qui a obtenu une adresse IP de façon dynamique. Et le port 2, c'est le port qui est connecté ici et qui est relié au switch. Donc, comme j'ai expliqué, cette partie du réseau, si là, on verra plus tard comment configurer le DHCP pour permettre dans la configuration, pour permettre que les équipements qui sont ici puissent obtenir des adresses IP. Parce que pour l'instant, ce webtem, par exemple, ne peut pas encore obtenir d'adresse IP vu qu'il n'y a pas de serveur DHCP directement lié à cette interface-là. Donc, on revient ici. Donc, autre chose, donc, c'est, on va venir, par exemple, sur le port 1 ici. On va prendre le port 1, on fait, par exemple, modifier. Donc, autre chose on peut expliquer ici rapidement, c'est que pour chaque équipement, pour chaque port de votre, chaque port sur votre FortiGate, vous avez la possibilité donc de définir le rôle de ce port-là. Est-ce que c'est un port qui appartient au réseau LAN? Est-ce que c'est un port qui appartient au réseau WAN? Est-ce que c'est un port qui est inclus dans une zone démilitarisée, dans la DMZ? Par défaut, lorsqu'on n'avait rien choisi, c'est à l'état indéfini. Donc, ça peut dire par exemple que pour notre schéma ici, on peut décider par exemple que le port 1, vu qu'il est relié sur la partie qui est sur le cloud, on peut dire que ce port 1 ici là fait partie donc du réseau WAN. Et puis on va dire le port 2, plus tard on va voir, on va dire que okay, lui il appartient par exemple au LAN. Donc, on va dire que ça c'est le réseau local et puis ça c'est le réseau externe pour aller sur Internet. Donc, ici également pour ce qui concerne les modes d'adressage, ce qu'il faut savoir c'est que comme tout équipement réseau, comme tout port réseau, on peut avoir l'adressage qui est soit en DHCP de façon dynamique, c'est-à-dire de façon dynamique, c'est-à-dire comme dans ce cas, il a obtenu une adresse IP à partir de mon cloud, soit de façon manuelle où nous-mêmes on va adresser, donc on va nous-mêmes fixer une adresse IP. Maintenant, autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez défini votre équipement, par exemple ici, en mode DHCP, vous avez ensuite ici en bas les ports ou bien les protocoles que vous pouvez activer sur cette interface-là. Ça veut dire que si vous activez par exemple le ping, ça veut dire qu'à partir d'un autre équipement, on peut lancer un ping sur l'adresse IPC et puis ça va répondre. Par contre, si vous décochez le ping ici, ça veut dire que même si cet équipement, si ce port-ci là est sur le réseau, quelqu'un lance un ping dessus, le ping ne va pas répondre. Donc, c'est fait que parfois, vous allez voir par exemple un équipement qui est en ligne, mais on lance le ping sur son adresse IP, ça ne répond pas. C'est parce que pour l'instant, sur cet équipement-là, ou bien sur ce port-là, on a désactivé donc, le ping dessus. Donc, c'est comme ça qu'on fait souvent, par exemple, dans un réseau, quand on veut sécuriser les numéros, les adresses IP et tout ça là, on va conseiller très souvent de désactiver le ping. Comme ça, si quelqu'un est sur le réseau et qui cherche à attaquer, quand il va faire les pings sur les adresses, des adresses sur le réseau, il va faire les pings, il va se rendre compte que cette adresse, par exemple, ne passe pas. Donc, il aura l'impression que cette adresse-là n'est pas sur le réseau, pourtant, l'adresse est bien sur le réseau. Donc, si on met par exemple l'interface en mode manuel, vous allez remarquer que ici, on va devoir donc fixer une adresse IP manuellement de nous-mêmes. On a la même chose pour les accès administratifs. Mais une chose supplémentaire à remarquer, c'est ici en bas, vous avez serveur DHCP. Donc, remarquez que lorsque je suis en mode DHCP, je n'ai pas la fonctionnalité de serveur DHCP ici. Mais quand je bascule en mode manuel, je peux donc activer le serveur DHCP ici. Ça veut dire que je peux transformer donc ce port-ci là en un serveur DHCP et dire que, OK, voici l'adresse manuelle que je donne. Et ici, je veux donner dans la plage d'adresse IP. Je vais dire que, OK, comme tu es serveur DHCP, tu peux donc désormais donner les adresses IP de tel numéro à tel autre numéro. Je vais dire que, OK, voici le masque de sous-réseau, voici la passerelle par défaut, voici le DNS. Et donc, je transforme donc ce numéro de port-là en un serveur DHCP. Donc, on verra dans la vidéo suivante comment configurer un serveur DHCP. Donc, autre chose, donc également ici, on a souvent entendu parler des VLAN. Donc, les VLAN, donc, comme on a dit, c'est des interfaces virtuelles. Vous remarquerez que sur ce switch ou bien sur ce FortiGate, on a juste 10 ports. Donc, si on veut créer un VLAN, ça veut dire que c'est un nouveau port qu'on veut créer, un nouveau port virtuel. On vient donc ici sur interface toujours, on fait nouveau, nouvelle interface. C'est ici donc on va mettre le nom de l'interface. On va choisir donc par exemple, par défaut, comme on a dit, il est de type VLAN.
Il y a plusieurs autres types d'interfaces qu'on peut créer, mais c'est ici qu'on crée dans les VLAN. On met dans le VLAN ID, dans le numéro d'identification du VLAN. Et vous allez remarquer, lorsqu'on a créé une nouvelle interface virtuelle, ça devient donc également comme si c'était une interface qui est là sur le FortiGate, sur une interface sur laquelle on peut donner donc une adresse IP de façon manuelle et transformer même ce VLAN là en serveur DHCP. Ou bien on peut faire également la configuration en DHCP. Donc ça également, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Autre chose qu'il faut savoir, par exemple, c'est ce qu'on appelle la route statique. Donc la route statique ici, là, c'est par exemple la route qui va nous permettre, par exemple, de dire que lorsqu'on sera plus tard dans ce réseau-ci, on va voir comment on configure la route statique pour permettre donc de faire en sorte que si cet équipement-ci essaie d'accéder à Internet, qui est donc une route statique qui est créée sur le FortiGate qui permet donc de faire transiter les paquets de ce réseau qu'on appelle le réseau LAN vers le réseau WAN. C'est ça qu'on va appeler donc ici la route statique. On verra ça dans la vidéo suivante, comment créer la route statique. Et le dernier élément que je vais montrer rapidement ici, c'est ce qu'on appelle les politiques de pare-feu. Dans les politiques de pare-feu, en fait, ce sont donc les règles de pare-feu qui vont permettre donc de faire euh, d'autoriser. C'est-à-dire qu'ici, ce sera un peu comme la barrière, là où on va définir, par exemple, les règles de communication. C'est-à-dire qu'ici, on va dire, par exemple, que si un équipement provient, bien si un paquet provient de telle source et ça va vers telle destination, alors voici comment, dans les actions, on va dire, OK, accepte ou bien autorise ou bien bloque l'accès. Si la source c'est tel IP, la destination c'est tel autre réseau et que le trafic va en HTTPS par exemple, on va autoriser. Mais si c'est un trafic en HTTP simple, on n'autorise pas. Donc c'est dans les politiques de pare-feu qu'on va voir comment on définit dans toutes ces règles. Ça veut dire que même ici, tout à l'heure, quand on a dit la route statique, on va définir la route statique, on va encore dire à la route statique que, OK, désormais, quand les paquets viennent de tel réseau à destination de tel autre réseau, alors il y a une politique de pare-feu qui dit autorise ce trafic-là à passer par la route statique. Donc, on va voir ces configurations-là dans la prochaine vidéo. Donc, restez scotchés et on se voit dans la prochaine vidéo.